Obsession est en train de tout cartonner au box-office. À l'heure où je m'enregistre, le long métrage de Curry Barker a déjà atteint les 300 millions de dollars au box-office international pour un budget de seulement 750 000. Symptomatique de l'engouement colossal qui entoure le film, même un mois après sa sortie. Et plus largement, Obsession n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de films d'horreur archi populaires et surtout archi rentables. Can you smell the circus, Georgie? There's peanuts, cotton candy, hot dogs, and... Et oui, on parle de films d'horreur parce que ce genre de long métrage semble bien être le filon quasi universel du bénéfice dans les salles obscures, indépendamment de la qualité du film d'ailleurs. Mais en fait, pourquoi ? Pourquoi les films d'horreur sont quasiment à chaque fois des réussites financières ? Et surtout, qu'est-ce que ça dit aussi sur nous autres, les spectateurs ? Tout ça, on va essayer d'y répondre dans la vidéo que tu es en train de regarder. Suis-moi, aujourd'hui on part à la découverte des rouages de l'industrie de l'horreur sur grand écran. Déjà, on va pas faire la grande histoire du film d'horreur, c'est assez simple. L'humanité a toujours cherché à se faire peur et à inventer toutes sortes de récits fantastiques. Ça a commencé par des romans gothiques, des contes, et finalement c'est arrivé au 7e art durant les débuts du cinéma. Il y en a eu de tout temps, à toutes les époques et dans tous les pays, jusque dans les années 70, date à laquelle le cinéma, surtout américain, prend son envol en termes de popularité. Le premier exemple d'œuvre d'horreur qu'on pourrait citer, c'est évidemment L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Énorme classique du genre, bande-son iconique et surtout recette hors norme. Une des premières fois où le cinéma d'épouvante bénéficie d'une hype mondiale, presque 200 millions de dollars de recettes, juste la première année aux États-Unis. Le film n'avait coûté que 15 millions si on prend en compte la réalisation et le marketing. Et évidemment, avec les années et le statut d'œuvre culte que le projet a accumulé, L'Exorciste a aujourd'hui dépassé la barre des 440 millions de dollars de recettes, soit une rentabilité de 3300%. Ce pourcentage est d'ailleurs très important, non seulement pour le retour sur investissement des studios, mais aussi pour mesurer l'engouement des audiences. Dans tous les cas, c'est colossal. Mais à travers les décennies, les longs métrages d'horreur n'ont pas connu de dévaluation de leur intérêt vis-à-vis des spectateurs, bien au contraire. Dans les années 2000, les autres d'Alejandro Amenábar, avec en star Nicole Kidman, récoltent 1200% en bénéfices des 17 millions engagés au départ. Récemment, c'est l'univers de Conjuring qui amasse 4000% de rentabilité avec son premier opus d'Annabelle. Enfin, en 1999, le projet Blair Witch a longtemps été le recordman de rendement, non seulement du genre de l'horreur, mais du cinéma tout court. 60 000 dollars de production pour un box-office global de 250 millions. 414 000% de rendement, de quoi faire passer L'Exorciste pour un petit joueur. Mais c'est rien du tout comparé au plus grand succès actuel, au big boss de cette catégorie, Paranormal Activity. 15 000 dollars de budget, presque 200 millions de recettes, 1 300 000% de rentabilité, ça donne le tournis. Et pour montrer à quel point c'est vertigineux, il faut sortir du genre de l'épouvante. Pour ce faire, on va comparer ça à la plus grande recette au box-office de tous les temps, sans prendre en compte l'inflation, Avatar, premier du nom. Près de 3 milliards de dollars pour un budget de 237 millions, résultat 1100% de rentabilité pour la superproduction signée James Cameron, bien inférieur donc à ce qu'on a mentionné quelques secondes plus tôt. Mais alors, du coup, c'est quoi la recette magique ? Eh bien déjà, les films d'horreur ne coûtent pas forcément très cher à produire, ce qui permet aux producteurs de maximiser leur rendement. Obsession, Projet Blair Witch, Paranormal Activity ont tous plafonné à moins d'1 million de dollars de production, voire beaucoup moins pour des résultats exceptionnels. Blumhouse, boîte de prod très connue dans le milieu, a aussi basé son business plan de cette façon, produire beaucoup d'œuvres à petit budget en pariant sur une grosse réussite pour pallier les échecs possibles des autres. Et puis, contrairement à la majorité des blockbusters qui sont diffusés chaque année, les films d'horreur n'ont pas besoin d'effets spéciaux extraordinaires, de décors somptueux ou même d'acteurs et actrices bankable. Souvent, c'est même l'inverse. Certaines productions horrifiques permettent à certains et certaines de se faire remarquer par le grand public et donc de trouver davantage de rôles par la suite.
Pour aller plus loin encore, l'année dernière, en 2025, plus de 250 films d'horreur sont sortis à travers le monde et la grande majorité d'entre eux étaient des productions indépendantes, donc disposant d'un budget moindre. Et ce qui est dingue, c'est que même si on se penche sur les films plutôt niches, comme celui-là par exemple, La Nuit des Clowns, que j'ai dû voir passer sans y prêter trop attention, on peut voir des recettes impressionnantes. Là, en l'occurrence, 13 millions de dollars de bénéfices, voilà la preuve que réussite financière de l'horreur ne rime pas forcément avec grosse production. Ensuite, une des raisons majeures de ce succès, c'est la façon dont la peur agit sur nous. En vérité, ça fonctionne un peu comme les manèges à sensations. Il y en a qui ne supportent pas du tout, quand d'autres vont adorer ça, et même payer pour le vivre. Pourtant, ces gens-là ne sont pas tous des psychopathes. La réponse à pourquoi on aime tant se faire peur se trouve dans le cerveau. Après une période de stress liée à une scène un peu trop tendue, notre cerveau va libérer des endorphines, comme la dopamine, surnommée l'hormone du plaisir. Une hormone qui fait donc plaisir à notre cerveau, qui en redemande. Alors le film d'horreur est-il une addiction ? On n'en est pas loin. Pendant un visionnage, le corps va également ressentir des émotions fortes tout en sachant qu'on est protégé, et cet aspect de cocon y est pour beaucoup dans notre recherche de frissons. Et puis, il y a aussi une certaine curiosité malsaine à l'idée de voir des choses repoussantes, voire totalement horribles. C'est également cette notion qui est à l'origine de notre intérêt pour l'épouvante. Découvrir jusqu'où les réalisateurs et les scénaristes peuvent aller, tout en sachant que ce qu'on voit à l'écran n'est juste que du maquillage, des prothèses et des effets spéciaux. Combien d'entre nous, à 15-16 ans, avons tapé dans notre barre de recherche film le plus choquant ou film interdit juste pour éveiller cette curiosité? Il n'y a qu'à voir les nombreux icebergs et concepts sur le sujet qui pullulent sur YouTube. La curiosité malsaine est inscrite chez beaucoup d'entre nous et c'est ok. Autre vecteur d'intérêt pour les spectateurs au cinéma, c'est le marketing, généralement très efficace lorsqu'on parle de projets d'horreur. D'abord, il y a les affiches qui restent, même à l'époque du numérique et des réseaux sociaux, des moyens de se démarquer esthétiquement. C'était par exemple le cas avec Longlegs, sorti en 2024, qui avait posté plusieurs affiches sans forcément qu'on sache de quoi ça parle vraiment. Et force est de constater que ça intrigue. Juste des visuels assez simples et impactants, de quoi faire frissonner rien qu'en les regardant. Et ce qui est également très intéressant du point de vue de ces affiches, c'est que peu importe le budget, les productions horrifiques prêtent une attention particulière pour ce type de marketing et sont souvent les plus créatives d'ailleurs comparées à d'autres genres. En bref, un beau visuel, ça marche encore et toujours, et on en a la preuve. De plus, les responsables de la com ont bien saisi le profil des potentiels spectateurs, les jeunes. Contrairement à d'autres genres cinématographiques, l'horreur se place en tant que favori parmi les 18-34 ans, contrairement aux films historiques ou aux projets un peu plus niches et d'essais qui sont plutôt prisés par les plus de 35 ans. Et donc, en connaissance de cause, comment cibler ces jeunes ? Avec les réseaux sociaux, bien sûr. Récemment, si on revient sur Obsession, les équipes marketing ont globalement investi sur les vidéos courtes présentes sur Instagram et TikTok. Me? Obsessed with you? Yes I am, bitch. Jusqu'à vendre des goodies présents dans le film. Je pense aussi au film Smile, sorti en 2022, qui avait employé des acteurs dans le public lors de matchs de baseball, arborant le sourire flippant du film. Une séquence qui avait bien sûr fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi ces projets subversifs et souvent très gore qui profitent de ce statut pour se faire de la pub. En 2024, le troisième opus du burlesquement violent Terrifier avait par exemple été assigné par une interdiction aux moins de 18 ans en France, une première depuis Saw 3 en 2006. Mais évidemment, c'est une décision qui a plus poussé les gens à aller le voir qu'à s'en détourner. Comme quoi, un bad buzz, c'est surtout un buzz. Pour trouver la cause de cet intérêt pour les films d'horreur, il faut aussi comprendre les audiences. Le public des films d'épouvante est un public fidèle qui se rend facilement dans les salles obscures pour voir la suite d'une franchise. C'est comme ça que les sagas Scream et Saw, ce qui correspond à respectivement 7 et 11 longs métrages, ont chacune engrangé plus d'1 milliard de dollars de recettes, relativement peu comparé à la saga Conjuring et ses 2,4 milliards. Hey, wanna play hide and clap? Autre gros vecteur de déplacement en salle, ce sont aussi les franchises de jeux vidéo ou les phénomènes internet, réunissant déjà des communautés de plusieurs millions. L'adaptation du jeu d'horreur Five Nights at Freddy's en 2023 a réuni, à titre d'exemple, presque 300 millions de dollars, 239 millions pour la suite sortie l'année dernière, alors que les critiques étaient globalement négatives concernant le premier opus.
Backroom est, lui, un long métrage sorti il y a quelques semaines se basant sur un phénomène internet mondialement célèbre. Résultat, 260 millions de recettes à l'heure où je tourne cette vidéo. Enfin, et puisqu'on parle de cinéma, les spectateurs seront logiquement plus facilement attirés par de bons films. C'est simple, mais c'est important. Et ça tombe bien, depuis les années 2010, le cinéma d'horreur regorge de cinéastes inspirés qui proposent des longs métrages innovants, tant par leur thématique que par leur esthétique. Ils sont les fervents représentants de ce qu'on a pompeusement appelé l'Elevated Horror. Un sous-genre un peu fourre-tout, mais dans lequel on va trouver un grand travail sur l'atmosphère, sur l'écriture des personnages et sur les idées de mise en scène. Si on prend un film comme Get Out de Jordan Peele, sorti en 2017 par exemple, on a en partie ce qui fait de ce nouveau genre de l'horreur un succès total. Un scénario bien trouvé et surtout une thématique raciale prenante, tout comme It Follows de David Robert Mitchell qui a parfaitement réussi à allier effroi et maladie sexuellement transmissible. Mais si on veut vraiment se rendre compte de ce qu'est l'Elevated Horror moderne, il faut jeter un œil du côté des studios A24. Producteurs de films comme La Zone d'intérêt, The Drama ou encore Moonlight, c'est surtout pour une autre raison que le studio vieux de seulement 13 ans s'est fait connaître. La large liberté qu'ils laissent à leurs auteurs et metteurs en scène, se reflétant évidemment, vu qu'on en parle dans cette vidéo, sur les films d'horreur. Robert Eggers et Ari Aster en ont été les figures de proue avec des œuvres sombres et imprégnées d'une patte artistique bien reconnaissable, un véritable bol d'air frais pour le genre. Et à raison, puisque plusieurs réalisations de ces deux cinéastes font partie des tops de beaucoup de gens lorsqu'on évoque les meilleurs projets d'épouvante du XXIe siècle. It's like another world. Si on se fie aux statistiques en 2025, le film d'horreur représentait 17% des parts d'audience au cinéma américain. Et ça ne risque pas de changer. Plus que jamais, le genre de l'épouvante est implanté dans nos salles obscures, et ce n'est pas pour déplaire au public. Au contraire, c'est lui-même en se déplaçant en salle qui est surtout le vecteur principal de cette réussite. Et encore, là on parle que des films, mais les séries regorgent aussi de concepts horrifiques à succès. Pendant longtemps, The Walking Dead en a fait partie, tout comme The Haunting of Hill House et l'une des figures majeures du genre, American Horror Story. Aujourd'hui, ce sont des shows comme It, Welcome to Derry dans l'univers du film Saw ou encore Widow's Bay, sortis récemment, qui réussissent à attirer les spectateurs. Cette fois-ci, non dans une salle, mais bien assis sur leur canapé. En bref, l'horreur est loin d'avoir disparu, toujours là pour te surprendre et te faire flipper.